la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, la BNF propose une séance consacrée aux jeux de course Sayonara Wild Hearts. Merci à vous d'être présents ce soir. Voilà, pour commencer directement dans le vif du sujet, on va vous laisser regarder Much like yours, l'introduction. there was a young woman who was very happy. Until one day her heart broke so violently that her sorrow echoed through space and time. So our saga begins tonight, yet eons ago, just here, yet light years away. Un peu long, mais on vous présente quand même la première chanson. Ça vous permet de voir un peu, d'imaginer un peu ce qu'on va vous dire. On va bien sûr vous montrer des exemples, jamais aussi longs, mais que ça vous permette un peu de vous représenter aussi le style de la musique du jeu. Donc un jeu, comme l'a dit David Benoît, développé par Simogo, donc un studio suédois basé à Malmö en Suède, donc qui a fait notamment les jeux Yearwalk, The Sailor's Dream et qui existe depuis 2010. Les fondateurs du studio, donc pour placer un peu le contexte, Simon Flesser, Magnus Gerdebeck. C'est un jeu qui est sorti en 2019, qui a été édité donc par Annapurna Interactive, qui est un éditeur de jeux indé avec tout l'oxymore que cela comporte et qui est un éditeur américain. En particulier, les travaux qu'on va regarder ce soir, donc il y a ceux des compositeurs Daniel Olsen et Jonathan Eng, donc qui ont travaillé sur des jeux chacun de leur côté. Donc Daniel Olsen, Yearwalk, The Garden Between, Ilo Milo, et Jonathan Eng, The Sailor's Dream, donc qui sont aussi, mais pas que, des jeux qui ont été développés par Simogo. Et la voix que vous avez entendue est celle de la chanteuse suédoise Linnea Olsson. Et au tout début, pour compléter sur ce casting musical, vous avez entendu la voix de la narratrice, qui est celle de Queen Latifah, une rappeuse américaine. Donc pour présenter rapidement le système de jeu, il s'agit d'un scroller avec des changements de perspective, qui n'est pas tout à fait un jeu de rythme, mais qui reste un jeu très musical tout de même. Et un scroller, c'est-à-dire qu'on a l'impression à première vue que c'est un jeu de course, mais en réalité on ne contrôle pas la vitesse de l'avatar, ni le fait qu'il s'arrête ou non, elle avance toute seule et on gère plutôt son mouvement sur l'écran. Il y a un principe de scoring en fonction des actions faites, donc des points sont gagnés en fonction des cœurs ramassés, de certaines bonnes actions, entre guillemets, glisser d'un bord à l'autre de l'écran ou frôler des obstacles. Et la structure générale du jeu se fait en 5 arcs. Un niveau d'introduction,
les 5 arcs, avec à chaque fois à l'intérieur de l'arc un niveau qu'on appellera les niveaux Heartbreak, 1 ou 2 niveaux, le boss de l'arc, puis l'arc suivant, etc. Et enfin un niveau de clôture avec le boss. Donc voilà pour la structure générale. Comme vous avez pu le remarquer, les principales genres d'influence que le jeu propose d'un point de vue musical tournent autour de ce qu'on appelle la synth-pop, donc un mouvement très pop avec beaucoup de voix chantées, et l'utilisation de synthé un peu 80, qui du coup est présente dans l'intégralité des morceaux du jeu. La musique est au cœur vraiment du jeu. Le jeu a été pensé autour de la musique et non pas l'inverse comme ça a l'habitude de se faire dans les jeux vidéo. Parce qu'on sent vraiment tout le rythme du jeu dosé autour des compositions du jeu. Et même dans l'histoire, on va dire que le jeu va présenter donc une héroïne qui est introduite dans un monde qui doit vaincre ses ennemis et puis s'en sortir, une histoire extrêmement basique. La musique est vraiment au centre de tout ça, puisque les boss sont accompagnés de musique chantée, et tout le reste du jeu tourne autour des musiques, le gameplay tourne autour des musiques, etc. etc., etc. Du coup, toute la com du jeu a été basée autour de la notion de concept album, parce que finalement, le jeu est, quand on y joue, l'expérience du jeu vraiment ressort un petit peu cette expérience-là, d'avoir un album de long en large, qui pourrait s'écouter finalement d'une traite, hors du jeu. C'est-à-dire, on débloque un mode à la fin du jeu qui s'appelle l'arcade. C'est arcade album, je crois que ça s'appelle. Voilà. Qui en fait propose de jouer les jeux d'affilée, sans passer par le menu. Donc vraiment, on a l'expérience de l'album entier de A à Z. Et quand on parle justement du jeu, on trouve des expressions comme concept arcade game qui, je trouve, correspondent assez bien à ce que le jeu veut représenter. Ce côté vraiment... c'est conceptuel, c'est une expérience interactive et qui est vraiment basée autour de la musique, autour d'un album, pensé en plus d'un point de vue pop. Ce que même les développeurs ont appelé, en parlant du jeu, a soap made of pop culture. Enfin, le pop culture dépend de partout, que ce soit dans la musique, mais aussi dans les graphismes, vous allez le voir. La couleur, la direction artistique, ça fait très synthwave, on est beaucoup autour des tonalités bleu, violet, rose. Et la musique pop est souvent associée aussi au mouvement synthwave. Et le jeu fait pas exception. Les musiques sont souvent très très courtes, avec des niveaux qui ne durent pas plus d'1 minute en moyenne, sauf pour les boss qui sont du coup un peu plus longs. Les musiques sont assez simples, les gameplays assez simples aussi, les instruments sont finalement définissables, et pas souvent par un système de hook, comme on en trouve beaucoup en musique populaire, c'est-à-dire un beat ou une mélodie un peu catchy qui va tout de suite faire entrer l'auditeur dans sa musique et qui nous happe, comme un crochet, d'où le nom. Et beaucoup de caractéristiques de musique pop qu'on entend de manière traditionnelle, donc des beats bien marqués, une drum très présente, et des thématiques communes aussi d'ailleurs aux deux, puisque le jeu parle, comme vous l'avez vu en introduction, de l'histoire d'un cœur brisé, et qui est un thème très récurrent dans les musiques pop, le côté se remettre d'une rupture, etc. etc. Le jeu dure 1 heure, qui est aussi à peu près la durée standard d'un album. Et donc la présentation des menus navigue entre les niveaux comme on pourrait naviguer de piste en piste dans un album. D'ailleurs, il y a peu de similarités d'un point de vue narratif entre les musiques dans le jeu, comme on pourrait l'avoir dans un jeu vidéo habituellement. Là, toutes les musiques sont assez différentes, et ce qu'on retrouve également beaucoup dans les musiques pop, dans un album où on va essayer de jouer plutôt sur l'hétérocléité des musiques, jouer sur différents aspects, différentes choses, pour éviter de lasser le joueur, parce que le jeu du coup reprend très très bien sur ces niveaux aussi, où les gameplays sont extrêmement différents les uns des autres, à part 2-3 éléments, mais le jeu cherche tout le temps à se renouveler, à se recenser, et on le sent beaucoup aussi d'un point de vue musical. Chaque level apporte sa propre idée, et c'est pour ça que c'est un peu dur de repérer aussi certaines similarités, et en termes de gameplay et en termes de musique, parce que souvent c'est très très hétéroclite, mais vous allez le voir au fur et à mesure de la conférence. Alors pour une première partie, on va essayer de s'attacher plutôt à l'aspect narratif traditionnel, entre guillemets traditionnel, puisque technique classique si on peut dire, donc narration par les mots et par les motifs musicaux, donc partie qu'on appelait la jeune fille et la mort. Donc déjà, malgré les apparences et malgré l'image qu'on peut se faire d'un jeu vidéo, d'autant plus de type un peu arcade, Sayonara Wild Hearts comporte un grand nombre de textes
qui sont déjà les textes d'introduction et de conclusion que vous avez entendus, donc portés par la voix de Queen Latifah, mais de plus également les textes des chansons qu'on entend au moment des passages de boss. Donc c'est une première narration qui se fait par les mots, qui nous raconte donc, comme on l'a dit, l'histoire d'une héroïne au cœur brisé, qui tombe dans un monde parallèle où l'harmonie a été brisée par un terrible arcane, la mort, qui a fait disparaître l'arcane de tarot du pape, de la papesse et de l'impératrice. L'héroïne doit vaincre la mort et ses 4 alliés, le diable, la lune, les amants et l'ermite. Voilà pour le contexte, tel qu'on nous le présente dans l'introduction. Donc c'est ce que je vous ai mis à l'écran sur la partie supérieure. Donc on a vous voyez qu'il y a la notion de cœur brisé et on a déjà cette idée de métaphore, de symbolisme qui est représentée par les contradictions qu'on a à la fin du paragraphe. Donc comment est-ce que j'ai traduit, pardon. Notre épopée commence ce soir et pourtant il y a des siècles, juste ici, et pourtant à des années-lumière. Donc il y a un aspect de distorsion de l'espace-temps qui passe aussi par ce passage dans cet autre monde. Donc l'héroïne tombe dans un autre monde où elle doit sauver l'harmonie. Et donc une idée d'universalité qu'il y a derrière ces oppositions. Et donc la chanson de l'écran-titre que vous avez entendue tout à l'heure, elle met en place cette atmosphère particulière, cette atmosphère de la rupture, où on a un tu qui disparaît progressivement de la chanson, qui revient à la fin juste pour dire au revoir. Donc on a l'idée d'un amour, alors qui n'est pas genré, hein, on ne sait pas homme ou femme, donc je l'appellerai, on l'appellera au fil de la conférence l'amour, voilà, pour simplement représenter ce qui est en train de disparaître. Et donc on a les multiples adieux d'une séparation à venir, slipping away, let go, et il y a encore cet espoir, on sent que ça fonctionne puisqu'on est encore en train de supplier dans cette première chanson. Rien n'est encore figé, on est encore dans le mouvement de la rupture. Et donc, comme on le disait, cette histoire va se poursuivre avec chaque combat, puisque chaque combat sera porté, chaque combat final contre un des arcanes maudits sera porté par une chanson. D'un point de vue musical, comme je l'ai dit en introduction, vu que la majorité du jeu se porte sur des musiques d'aspect très différentes, c'est dur de noter des similarités vraiment communes entre les musiques. Il n'y en a qu'une seule, qui est vraiment intéressante à noter. C'est donc les niveaux Heartbreak, qui sont les niveaux d'introduction de chaque arc, qui se passe dans un tunnel. C'est très, très similaire. Et bien évidemment, la musique va illustrer cette similarité par plusieurs aspects. Déjà, chacune sera introduite par un arpège en do mineur, assez reconnaissable, qui du coup nous permet directement de nous imprégner de l'univers un petit peu flottant que sont censés interpréter ces niveaux-là. Arpège glissant qui monte, qui du coup remonte bien ce côté féerique. Ces niveaux-là sont souvent musicalement très très simples, que ce soit harmonique ou rythmiquement, et on y voit une certaine évolution qui serait au moins une représentation de l'évolution du personnage aussi au fil de son aventure. Les musiques vont agrandir, s'agrémenter, rajouter certaines choses au fur et à mesure qui vont du coup représenter un petit peu les avancées de l'héroïne au travers de l'aventure. Le premier Heartbreak a un beat très marqué qui reprend du coup la dynamique du battement de cœur qui est évidemment présente partout dans le jeu, hein, la thématique du cœur est vraiment partout. Et elle contraste vraiment, parce que tout le morceau est en mineur, avec le reste de l'arc qui du coup lui par contre très majeur, très coloré, donc il y a un vrai contraste entre cette introduction là et le niveau qui va arriver juste après. On se fait une petite écoute. Voilà, un niveau très répétitif et c'est comme ça pendant 1 minute, pendant toute la durée du morceau. Quand on passe à le Heartbreak 2, donc du second arc, on voit déjà une évolution, une amélioration, parce qu'on n'est plus sur un seul accord, on alterne entre deux, et donc on voit ça une petite évolution par rapport à la musique d'avant.
quand on écoute celui du 4e arc, pareil, on va voir une étape supplémentaire d'évolution où la musique est aussi simple, aussi dynamique, mais on a des choses en plus. Donc on voit vraiment une grosse progression. Et le Heartbreak 5, donc est le dernier Heartbreak qu'on a dans le jeu, est extrêmement intéressant parce qu'il ne va pas du tout commencer comme les autres. Il va avoir ce petit arpège. Non, vous n'allez pas l'entendre parce qu'on a coupé la vidéo à ce moment-là. Mais sa construction est en 2 temps, contrairement à tous les autres Heartbreak où c'est vraiment linéaire du début à la fin. Il va commencer par une partie très très lente, illustrée par un bateau. On va vous montrer une vidéo juste après. Et elle va ensuite revenir un peu au mood habituel que l'on a dans tout le jeu, c'est-à-dire quelque chose de très rythmique, quelque chose de très énergique, qui du coup est plus caractéristique de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le jeu. Intéressant de noter que ce niveau-là intervient juste après le boss du 4e arc, dont la musique est la plus lente, la plus calme, la plus contrastante, on va dire, du reste du jeu. Et donc du coup, ce niveau-là reste dans cette continuité-là pour ensuite faire revenir l'héroïne justement dans cette dynamique rythmique qu'elle a eue pendant tout le jeu. Et c'est en ça que je trouve le niveau hyper intéressant, et bien évidemment on développera un petit peu plus tard dans la conférence, mais en tout cas c'est à noter que ce niveau-là, il marque vraiment une continuité entre les niveaux, là où avant c'était plutôt disparate. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le jeu, musicalement, essaye de nous faire dire quelque chose d'autre que tout simplement une suite de morceaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En termes d'introduction, chacun des Heartbreak qu'on a écoutés jusque-là aussi ont un espèce de petit gimmick commun aux arcs qui vont suivre. C'est-à-dire que le premier, on a une basse rythmique extrêmement marquée, que ce soit avec la basse et la batterie, qui reprend du coup la dynamique du battement de cœur qui est beaucoup présente dans l'arc 1. Dans le Heartbreak 3 qu'on n'a pas pu écouter, il y a un motif vocal qui est extrêmement présent dans tout... l'utilisation de la voix, pardon, est présente dans tout le reste de l'arc. Dans le Heartbreak 4, il y a des citations musicales des autres Heartbreak, et l'arc 4 est l'arc qui fait extrêmement de référence à plein de jeux, plein de choses. Bref, ce sont des vrais niveaux introductifs, et en termes de gameplay, et en termes musical sur ce que la musique apporte derrière. Pour continuer sur cette analyse disons de l'histoire, de la narration un peu générale, je vais essayer de m'attarder donc sur une des chansons en particulier, puisqu'on ne peut pas toutes les faire, mais on y reviendra via d'autres biais. On a essayé de caler des petits bouts qu'on n'avait pas réussi à mettre dans la suite. Donc je m'attarde sur la chanson de fin du 2e arc, donc où l'héroïne affronte l'arcane de la lune, qui s'est incarné en 4 ennemis, qui sont appelés les Howling Moons. Et où on a ils ont une atmosphère de forêt hantée un peu, avec des loups qui la poursuivent. Et donc dans cette chanson, on a dès le début l'apparition du You, de l'amour de l'héroïne qui est toujours présent, c'est à lui ou à elle qu'elle parle, mais il est très vite mis à l'écart puisqu'on a cette solitude de l'héroïne qui est au centre de cet arc 2. Et ça passe en particulier, donc vous le voyez, elle le dit... alors les traductions sont un peu en décalé. Vous avez à gauche, vous avez la traduction au-dessus, puis en dessous, et après sur le côté. Voilà, il faut décaler. Donc sur la partie gauche, vous voyez la recherche du battement du cœur, donc la solitude, y compris la solitude
qui s'entend, mais qui passe par un dysfonctionnement de l'ouïe, qui est le thème du premier couplet, et on a dans le deuxième couplet le dysfonctionnement de la vue. Donc bien sûr avec un écho, je vous ai dit que les ennemis s'appelaient les Howling Moons, et on retrouve ici le hurlement des sirènes, donc the howl of the sirens. Vous allez supporter mon accent anglais pendant toute la conférence, je suis désolée. Donc est-ce que ce sont les hurlements des sirènes façon Ulysse, le charme des sirènes qui éveille et qui attire, ou plutôt, et il me semble qu'il faut plutôt le comprendre comme cela au vu du refrain, donc le refrain qui est en dessous, où on a une atmosphère plus urbaine, et donc il me semble qu'on s'attend plutôt à ce bruit qui souvent déchire la nuit. Pour ceux qui se couchent tard, vous l'avez peut-être déjà entendu, on n'entend rien dans la ville, à part les sirènes d'urgence. Et peut-être que c'est plutôt cette sirène-là qui la réveille au milieu de la nuit. Est-ce qu'elle se réveille parce qu'elle a le sommeil léger? Est-ce qu'elle se réveille parce que le bruit de la sirène évoque quelque chose? Il y a plein d'interprétations possibles, hein, donc bien sûr je vais vous en proposer une, mais on a plein de manières de voir ces différents textes et d'essayer de reconstruire l'histoire de cette héroïne. Donc le silence qui est représenté en particulier donc, par l'oxymore, donc un son dans le silence assourdissant. Elle est seule, elle n'entend plus le battement de cœur de son amour, et c'est justement ce silence assourdissant, donc cette inquiétude profonde. Il me semble que ça évoque aussi la chanson de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, où on peut retrouver en plus un autre écho dans le refrain. Donc vous avez sur les deux premiers vers en bas, staring with empty eyes, looking right through me, qui peut faire écho à people talking without speaking, people hearing without listening, qu'on retrouve dans The Sound of Silence. Donc avec à nouveau cette idée du dysfonctionnement de la vue, du dysfonctionnement de l'ouïe. On entend mais on n'écoute pas, on regarde mais on ne voit pas. Donc cette héroïne, elle dit vivre la nuit, éviter les gens, éviter ce qui lui rappelle sa solitude. Alors c'est dans un autre extrait que je ne vous ai pas mis là, elle dit with a hint of dawn, I'm already gone. Donc au lever du jour, en quelque sorte, je pars déjà. Donc vraiment un enfermement dans la nuit, dans la solitude. Elle dit aussi cette recherche de solitude est liée à une colère, à une peur aussi de cette lumière. Donc on a dans la fin du refrain fire qui revient, when all you care for is the fire. Donc qui peut représenter à la fois l'amour, la colère, la lumière vive, et en même temps cette difficulté de voir s'articule avec cette recherche du feu éclatant. Donc c'est délavé, it's faded, délavé, décoloré, comme si la lumière du couple qui brillait, elle dit we are shining as bright as the sun, donc nous brillons aussi fort que le soleil. C'est au passé. Donc cette lumière ne brille plus, et c'est justement cette absence de lumière qui fait qu'elle va rechercher le feu qu'elle refuse de voir, qu'elle ne voit plus, éblouie qu'elle a été, et éblouie qu'elle est désormais, ou plutôt aveugle qu'elle est par la disparition de cette lumière. On a le thème de la mort, bien sûr, qui revient énormément, donc avec les lovers like zombies, with death to our throne, we were shining as bright as the sun. Donc on avait la mort à dépasser. Et enfin, la dernière phrase du refrain, I'm the only one alive in the dead of night. Sachant que dans Dead of Night, on entend bien sûr la notion de mort, même si ça se traduit aussi par au beau milieu de la nuit. Donc j'ai essayé de proposer au plus noir de la nuit pour essayer de garder cette idée un peu de mort, mais ça marche pas très bien en français. Et donc une idée de rester la nuit, préserver le souvenir de la lumière du couple qui est perdu, et donc elle recherche autant qu'elle peut, tout en essayant d'éviter la lumière des autres, en quelque sorte. C'est ça qu'on retrouve dans ce motif. Oui. Du coup, ce qui est intéressant à noter, c'est justement tous les passages de boss
et les analyses de texte que Alice en fait, c'est les seuls vraiment moments musicaux et textuels qui font avancer l'histoire. On n'aurait pas ces moments-là, ce serait extrêmement compliqué de trouver une véritable évolution narrative dans le jeu. Et donc du coup, toute la narration se fait au rapport des textes et au rapport de la voix chantée à ces moments-là dans les musiques des boss. Mais vu que la voix est vraiment au centre de la narration par les textes, mais qu'elle est également utilisée en tant qu'instrument dans la majorité des musiques, qui est un stéréotype énormément utilisé dans la musique pop, le fait d'utiliser la voix comme un instrument et non pas comme un véhicule sémantique, il serait intéressant de se noter du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'évolutif à ce niveau-là aussi dans le jeu? Heureusement, il y en a un, sinon j'en parlerai pas. Mais du coup, comment est-ce que c'est adopté dans le jeu? Et bah, c'est là où c'est marrant. C'est que justement, quand on prend les premiers niveaux, on utilise justement l'instrument dans le côté sémantique. Voilà, on perd la sémantique de la compréhension, on y colle une dimension instrumentale. C'est vraiment l'aspect zéro, on va dire, de l'utilisation de la voix. Voilà, donc il y a vraiment, la voix, c'est un instrument. On l'utilise pas pour véhiculer du sens, on utilise juste ça pour lui donner une dynamique, quelque chose d'intéressant et puis du coup caractérisé par rapport à la musique pop. Deuxième morceau, c'est la même chose. Il y a un côté un peu presque déshumanisation dans une héroïne qui est en quête d'identité. C'est un peu marrant de se noter ce côté-là, justement, qu'une héroïne qui ne s'exprime que par la voix, finalement, que par la compréhension, la perd un petit peu dans les autres moments de boss. Et plus on va avancer, donc là, la musique que vous avez entendue, la première vient de l'arc 1, la deuxième vient de l'arc 2, la troisième, vous en doutez, vient de l'arc 3. C'est un des seuls morceaux du jeu qui, hors des musiques de boss, a un texte vraiment compréhensible, en fait. Donc, vraiment, on comprend du texte. Et c'est intéressant de se noter que justement, c'est à ce moment-là que l'héroïne commence doucement, entre guillemets, à récupérer sa voix. On va écouter le petit extrait. On va aussi utiliser comme un instrument. Alors on entend très clairement un Wild Heart Glitter, donc je ne sais pas trop comment on peut le cœur sauvage qui brille, voilà, on peut le traduire à peu près comme ça. Très très saccadé, donc on garde quand même la dimension instrumentale. C'est pas fait pour être chanté, c'est vraiment fait pour être utilisé rythmiquement et instrumentalement. Mais on a quand même du texte qui utilise en plus un champ lexical du luxe, du luxe, qu'on retrouve beaucoup dans le morceau de boss qui est à la fin de l'arc, Mine. Donc il y a une espèce d'annonciation du texte qu'on va retrouver après. Donc il y a une espèce de quand même prémisse des débuts d'évolution du personnage au travers de l'utilisation de cette voix-là. Pareil dans le morceau qui est dans la phase de gameplay qui est juste après, dans le niveau qui est juste après, où on en avait beaucoup discuté avec Alice, où elle entendait carrément du texte, alors que moi j'entendais rien du tout. Et voilà, c'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès justement de jouer un petit peu sur cette espèce d'hallucination auditive, et de se demander si voilà, s'il n'y avait pas des choses cachées aussi de ce niveau-là, etc. etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, l'arc 4, qui est l'arc narrativement le plus intéressant, on va beaucoup l'aborder après, c'est le seul arc qui n'utilise pas la voix comme un instrument, elle l'utilise vraiment juste pour le boss, donc pour chanter. Et donc c'est un niveau un arc qui est du coup très très calme par rapport à ce côté-là. Et le niveau juste après, donc c'est le Heartbreak 5 qu'on a déjà vu en vidéo, donc qui est une espèce de manière de regagner la dynamique instrumentale qu'on avait. Et le niveau juste après, c'est Hate Skull, qui est l'apogée musicalement en fait de la modification de la voix, parce qu'elle est utilisée comme instrument, mais elle est pratiquement chantée. Enfin, vous allez entendre, c'est très particulier. Si vous comprenez quelque chose, par contre, faites-nous signe, parce que moi, j'arrive à rien distinguer du tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le côté,
on sent qu'il y a du chant, on a envie de comprendre quelque chose, mais on garde encore ce côté extrêmement modifié qui est propre à l'instrument. Donc il n'y a pas encore la sémantique, mais on sent l'évolution du personnage. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de presque d'affirmation, voilà, je récupère ma voix, métaphoriquement et pas que, et du coup, même dans le rôle que la voix a, elle a plus juste un rôle d'accompagnement instrumental, mais presque de mélodie chantée comme ce qu'on pouvait entendre dans les musiques de Boss. Et à la fin de l'arc 5, dans le morceau Inside, on retrouve les deux utilisations, et instrumentale et voix chantée, qui est le seul niveau de Boss qui utilise les deux en même temps. Alors du coup, dans un jeu qui manque de narration, sauf au moment d'utiliser la voix, est-ce que l'utilisation de la voix comme moteur signifiant ici, on le voit beaucoup avec toi, tes textes, mais aussi avec ces exemples musicaux-là, est-ce que c'est pas révélateur un peu quelque chose de l'évolution de l'héroïne, de sa évolution de sa psyché, puisque finalement c'est ce dont parle le jeu, une espèce de récupération de deuil, de rupture, avec un point de départ, un point d'arrivée, une évolution de personnage, voilà. Est-ce qu'on peut y voir la prise d'assurance du personnage jusqu'à l'arc 5 où elle se lâche presque, finalement elle récupère sa voix, on récupère toutes les dynamiques sémantiques que la voix est censée apporter, et justement juste après c'est arc 4 qui est vraiment l'arc où il se passe pas grand chose narrativement, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire, et notamment sur cette absence d'utilisation de la voix en contraire avec ce qui se passe dans l'arc d'après. Et ce qui est très intéressant dans l'arc 5 aussi, c'est que justement cette récupération de la voix, elle va avec, dans le texte dont on évoquera rapidement après, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire là-dessus, avec dans le texte justement une perte de voix, et une perte de sens, où elle récupère sa voix dans cette progression musicale, mais dans le texte elle dit je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à dire ce que je dois dire. Pour continuer et pour approfondir, parce qu'en fait on va retrouver exactement ce qui a été dit là. Donc on... Pardon, voilà. Tu le fais, je le fais. Comme tu fais là. Vas-y. Oui. Comme ça on alterne. Donc une deuxième partie sur plutôt l'aspect gameplay et donc la narration par le gameplay. Comment est-ce que ça passe? Et vous allez voir qu'on retombe un peu sur les mêmes choses et sur les mêmes principes, mais forcément avec une technique narrative différente. Donc, pour rappeler rapidement le gameplay, donc plutôt un scroller qu'un jeu de course, malgré l'utilisation des véhicules et l'apparence un peu jeu de course que ça peut avoir. Donc il n'y a pas de contrôle de l'avancée, mais plutôt de la position sur l'écran. L'héroïne ne peut pas s'arrêter, on doit lui faire trouver le bon chemin au bon moment, éviter les obstacles. Donc avec un aspect jeu de rythme, puisque c'est aussi organisé autour de la musique et notamment des QTE, c'est-à-dire des Quick Time Events, donc il faut appuyer sur le bouton au bon moment, souvent en rythme, même si parfois c'est un petit peu décalé. Et donc on a, il me semble, dans cette notion aussi de jeu de rythme et justement de scroller, une idée qui est assez en lien avec l'idée d'un deuil, d'un amour qui s'achève, puisque c'est aussi l'idée que le temps avance sur nous, et qu'il faut réussir pour avancer, pour progresser dans ce deuil, à faire les bonnes choses au bon moment. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon obstacle à éviter, de bon chemin à prendre, il y a juste tout ce qui peut nous fait avancer, et c'est une bonne chose. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans ce qu'ont dit les développeurs sur la création de leur jeu, ce qu'ils ont tâché de faire, c'est-à-dire aussi de rendre le jeu facile d'accès. Donc c'est un jeu qui n'est pas punitif, qui ne demande pas une stratégie particulière, qui ne demande pas un apprentissage très long, qui a certes quelques passages compliqués, mais qui a aussi la particularité de, si on rate 3 fois un passage, qu'on meurt 3 fois à peu près au même endroit sur le même segment, il nous est proposé de le passer, purement et simplement, et donc on peut continuer à jouer même si on n'a pas réussi à passer un certain moment, donc ce qui fait qu'il y a aussi une idée d'acceptation, voilà, on va pas vous faire souffrir sur un jeu, c'est un jeu
jeu qui est très tolérant avec vous et avec votre potentielle difficulté à jouer, on va dire. Donc les décisions, les changements de mouvement se font grâce à la musique, mais aussi grâce à des chœurs qui sont disséminés tout au long des niveaux et qui guident le chemin, en quelque sorte, qui donnent les chemins possibles et qui permettent de gagner des points. Donc avec, si on veut faire une référence à un dicton, quasiment l'héroïne suit son cœur, suit ses cœurs au fur et à mesure. Et il y a, donc, comme on le disait tout à l'heure, cette idée d'un recentrement sur soi qui se voit principalement dans les niveaux Heartbreak, donc qui sont les transitions entre les différents arcs, et donc qui se situent dans des tunnels en forme de cœur, donc comme une introspection et comme une condition de progression. Et on retrouve aussi cette idée de progression et d'avancer avec éventuellement même l'idée que tout s'effondre derrière soi, qu'il faut avancer à tout prix, puisque lors des boss, sauf celui du 4e arc, le décor s'effondre à chaque fois, généralement du fait d'ailleurs des ennemis qui, dans le premier cas, déchirent le sol avec la moto. Dans le 2e arc qui est en dessous, c'est la forêt qui met en scène des ruines qui s'effondrent au passage de l'héroïne. Tout en haut, vous avez le 3e arc où ce sont les ennemis qui démolissent la route. Et enfin, dans le 5e arc, la ville est complètement flottante et l'héroïne passe régulièrement sur des ponts de bois qui oscillent et qui donnent un effet de mouvement lorsqu'on atterrit dessus. Donc voilà, l'idée d'un monde qui s'effondre à notre passage. Et ce qui est très pertinent aussi, c'est justement toute cette évolution au sein du level, une espèce de chorégraphie. En fait, le jeu est vraiment chorégraphié, puisque comme on n'a pas réellement d'interaction avec le jeu, c'est le jeu qui joue à notre place presque, on déplace juste un petit peu le personnage. On sent le jeu très chorégraphié dans les certaines étapes et bien évidemment rythmé, vous en doutez, autour de la musique. Et de la musique vraiment au cœur du gameplay, mais pas comme un jeu de rythme. La musique vient rythmer le jeu et pas l'inverse. Du coup, ça rend les phases de jeu très limpides, et parce qu'on sait quand jouer et on sait quand ne pas jouer. Par exemple, avec le premier level, juste après le Heartbreak, donc le premier level de l'arc 1, vous allez voir... normalement, je fais... Voilà, on voit vraiment que l'introduction du jeu, la phase, l'héroïne qui chevauche la carte, qui se transforme en moto, c'est une phase dans laquelle on ne joue pas, on ne peut pas jouer, et la musique, c'est la musique qui nous le dit. On entend vraiment que c'est l'introduction du morceau, que la musique est en train de monter, et au moment où la musique part, le beat commence, et ben on commence à jouer. Voilà. Tout le jeu est rythmé de cette manière-là, c'est la musique qui vient vraiment déterminer les différentes phases de jeu. C'est la même chose sur l'exemple juste après, Forest Ghost, qui est un niveau de l'arc 2, on voit vraiment bien que les différentes parties du jeu collent aux différentes parties de la musique. Avec le système des QTE aussi, on va un peu aborder plus en détail juste après, mais voilà, les niveaux sont rythmés musicalement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque très facilement quand on meurt aussi, parce que le jeu, comme l'a dit Alice, n'est absolument pas punitif, je veux dire, il n'est pas là pour vous faire souffrir, donc la mort est anodine presque, et on nous fait vraiment revenir quand on meurt au segment d'avant musicalement, pour pas non plus trop rompre la cohérence musicale, mais c'est assez large. Voilà, en fait, ce système-là, du coup, ça permet de pas casser le rythme du jeu, et ça permet pas non plus de casser le rythme de la musique, parce que comme le jeu est pensé comme un album avant tout,
mourir et revenir trop en avant musicalement, c'est extrêmement frustrant, alors qu'on est plus là pour vivre une expérience vidéoludique musicale en fait. Donc on veut pas rompre cette cohérence-là trop facilement, et du coup le jeu nous le fait remarquer de cette manière. Là je suis pas censé avoir cette... je suis censé avoir celle-là. Bien évidemment, les gameplays sont différents en fonction de chaque niveau, et la musique va rythmer aussi certaines phases de gameplay, notamment ce niveau-là, qui est un niveau de l'arc 3 qui s'appelle Parallel Universe, vous allez voir, il porte très bien son nom, où justement la musique rythme le gameplay et est vraiment l'élément principal sur lequel le joueur doit s'appuyer pour réussir le niveau. Parce que vous allez le voir, le niveau alterne entre deux espaces définis, ce qui fait que c'est extrêmement perturbant de se déplacer à l'intérieur si on ne se fie pas à la musique. Vous voyez, il y a une accélération de gameplay, musicalement, c'est marqué non pas par une accélération de tempo, mais par une accélération rythmique. Donc on va passer d'abord sur des phases, dans un premier temps, c'est des blanches, voilà, ça intervient tous les 2 temps, puis après c'est 2 noirs, 1 blanche, donc ça fait tac, tac, long, puis 4 noirs. Donc on va accélérer le gameplay, et on va accélérer la musique qui va accélérer le gameplay, et si on ne se repère pas à la musique, on se fait avoir. C'est la première fois que j'ai joué à ce niveau-là, j'ai perdu parce que j'ai pas assez écouté la musique. Je me suis dit voilà, c'est le jeu, et j'ai réussi que parce que musicalement, je savais qu'à tel moment ça allait changer, etc., etc. Et musicalement, c'est marqué aussi en termes, tout musicalement indique cette évolution et cette augmentation d'un point de vue rythmique, parce qu'on va rajouter des instruments, des nappes à chaque segment. Et donc du coup, chaque étape de gameplay est marqué par un ajout musical. Je vais un peu rentrer dans des détails aussi musicaux poussés. Je sais pas si je le garde pour moi, si j'en parle là maintenant quand même. Je vais le faire parce que j'ai envie. Mais en fait, pareil, d'un point de vue harmonique, on est sur une hésitation, parce que je sais pas si on est en mi dorien ou en sol lydien. Alors ça, pour l'instant, ça vous dit rien. En gros, c'est des modes musicaux qui ont des couleurs très particulières et qui du coup... le fait que, justement, soit sur cette hésitation-là, qu'il n'y en ait pas une qui se définisse plus par rapport à l'autre, je trouve que ça représente assez bien aussi l'idée du gameplay, l'idée du level, d'alterner entre 2 mondes, entre 2 univers. Et voilà, c'est une ambiguïté harmonique, et moi je trouve ça rigolo de le noter là, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès musicalement, mais bon, moi ça m'a interpellé, et je me suis dit que quand on parle de gameplay, c'est intéressant de voir aussi que musicalement, des fois, il y a des réflexions qui se font derrière. Bref, quand on parle du coup de rythme et de jeu, on pense aussi aux QTE qui sont extrêmement présents dans tout le jeu, et où là vraiment c'est encore plus marqué rythmiquement que sur le niveau Parallel Universe qu'on vient de voir. Quand on regarde le niveau Fighting Arts, qui est le premier niveau qui introduit les QTE dans le jeu, on se rend compte vraiment que le rythme est marqué pour rendre évident les QTE en fait. Les carrures sont bien définies, et ça permet vraiment de savoir à quel moment on va appuyer. Bon, le jeu n'est pas punitif non plus, parce que si on n'appuie pas pile sur le temps, on arrive quand même à faire des perfects. Mais n'empêche que voilà, c'est basé sur le système de rythme, c'est basé sur la musique, et c'est comme ça qu'on comprend le système de jeu en fait. On appuie sur les temps, c'est pas visuel, parce que même le visuel peut nous paraître trompeur, il y a un léger décalage. C'est vraiment basé sur la musique et sur le rythme. Et d'ailleurs c'est marrant sur ce niveau comment les temps sont placés, parce que les phases de QTE
sont réalisés sur les deuxièmes temps. Normalement, quand on bat un rythme, on a plutôt tendance, physiquement, c'est instinctif chez l'être humain, à taper sur les premiers temps, le premier et troisième temps. Là où, au contraire, les QTE, les phases de QTE appuient sur le deuxième temps. Donc je pense qu'il y a un mode de question-réponse en mode la musique fait si, appuie sur ça, la musique fait si, appuie sur ça. Une espèce de question-réponse qui est beaucoup plus facile pour appréhender les phases de QTE d'un point de vue physique, en fait. Mais c'est quand même très étrange de le noter, alors que, justement, dans la partie d'après, il le fait sur les temps. Donc est-ce que c'est pas aussi une manière de faire une... je sais pas comment expliquer, mais... de rendre facilement le jeu pas de plus en plus facile, mais voilà, commencer par un truc un peu difficile pour vraiment faire une phase d'apprentissage, puis après confirmer les apprentissages qu'on vient de faire. Je pense que la musique est là aussi pour ça dans le jeu. Alors, je vais aller un peu rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on arrive déjà à la moitié. Donc, je voulais vous parler rapidement du gameplay et de sa potentielle signification dans l'arc 3, donc l'arc qui s'appelle celui des Stereo Lovers. On a vu le niveau Parallel Universe avant, donc ça alternait entre les deux amants qui claquent des doigts. Et donc, juste pour... Voilà, je vais essayer d'aller un peu vite. Contrairement aux autres niveaux d'introduction, donc les niveaux de Heartbreak qui se passent dans un tunnel en forme de cœur. Ici, on n'est pas dans une avancée comme il y a d'habitude, mais on est dans une ascension. On doit monter tout en haut de la tour, donc comme une sorte de prise de distance par rapport à ce qu'on a vu avant avec le texte. Le niveau d'avant, c'était celui avec la lune, avec les loups qui la poursuivaient. Donc, on avait la solitude, la colère. Là, au contraire, on prend de la distance et on arrive dans des niveaux qui mettent systématiquement en place un principe de dualité. Là où avant on avait plutôt du slalom dans la forêt, si vous vous souvenez, là on se retrouve avec des virages très serrés et toujours deux routes possibles. Donc on a les virages et là on a deux routes qui s'écartent. Auparavant il y avait même deux virages, là il y a à nouveau deux routes, etc. Donc comme une idée de changement radical, donc avec cet accélérateur, c'est un niveau... Donc celui-ci dans Hearts and Swords qui passe son temps à faire tourner d'un côté et de l'autre à toute vitesse. Donc comme des changements radicaux. Et on sent qu'il y avait auparavant plutôt dans l'idée en étant dans une prise de conscience. Là il y a une volonté de s'accrocher encore en quelque sorte à cet amour qui disparaît. C'est quelque chose qui se retrouve dans le texte. Donc c'est un texte qui est dans la chanson finale qui est très très lumineux. Quand auparavant c'était très sombre, donc on a le champ lexical de l'éclat, donc glitters, shine, golden, qui reviennent régulièrement. Donc une sorte de volonté de vouloir de recréer l'amour, de vouloir le faire renaître, de trouver un compromis en quelque sorte. Donc ce qu'on trouve avec cette fois-ci le champ lexical plutôt de l'échange du marchandage, donc on a deal, pact, trade, et pour l'aspect de Parallel Universe, si on le regarde aussi d'un point de vue en essayant d'interpréter un peu quelles peuvent être les significations du gameplay, on a cette notion des claquements de doigts, alors ça commence déjà elle commence par séparer les deux amants. Dans Hearts and Swords, quand ils apparaissent, ils sont une seule entité et elle les sépare d'un coup d'épée. Et ces deux entités vont ensuite, chacune, donc en claquant des doigts, faire passer d'un univers à l'autre, puis ensuite, comme vous le voyez là, elles s'associent en se tapant l'une et l'autre dans les mains. Donc il y a le monde de chacun des membres du couple et leur monde commun, ce à quoi l'héroïne, ce n'est pas sur le GIF ici, mais l'héroïne finit par elle-même claquer des doigts, et c'est comme ça qu'elle sort de l'univers, en disant « moi aussi j'ai mon espace à moi », et en claquant des doigts pour pouvoir avancer. Donc il y a en quelque sorte cette idée dans cette oscillation qu'elle essaye de trouver son chemin à elle, de sortir de ce piège en quelque sorte du couple qui se referme sur elle, où elle est enfermée dans cette identité. Je suis un des amants, je dois être présent, on fonctionne à deux, et cette nécessité de se séparer de cette image du couple et de trouver aussi sa propre voix, sa propre identité, ce qui passe donc par le fait de se mettre à claquer des doigts, et ici où on est mis dans le gameplay, mis dans la direction artistique. On enchaîne. L'arc 4 qui suit du coup juste après est assez intéressant d'un point de vue gameplay, parce que comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment le niveau référence, hein. Il y a énormément de références à plein de jeux, comme vous pouvez le voir,
on a le... Ah bah t'as pas changé le... Donc Night Drift, le nom du level qui est une référence à Outrun. Le niveau juste après, Rêverie, qui est une référence à Rez, en plus un jeu musical. On retrouve ça aussi musicalement dans le niveau Neon Drive. C'est Nightfall. Voilà, Nightfall, c'est le côté Miami, voilà, c'est ça. Kavinsky, c'est le côté Miami Drive, c'est extrêmement référencé, on est vraiment sur la synthwave à l'ancienne. Et c'est la même chose du coup sur le niveau Rêverie où la musique de Debussy est utilisée, référence musicale, avec quelques reprises. Ça peut parler. Voilà, on a vraiment ça, bref. Le niveau est extrêmement référencé musicalement et d'un point de vue du gameplay aussi. Et on a des changements dans le gameplay. Donc juste avant, vous avez vu, pardon, j'ai arrivé. Véhicule qui se met à devenir plus par rapport à la l'intérêt de ce niveau étant en particulier de jouer sur les dérapages qui font gagner des points. Et donc avec l'idée d'un véhicule plus lourd, il y a des grands virages et en général le premier niveau vous prenez tous les cailloux qu'il y a sur le côté et ensuite un nouveau changement, là on passe en perspective à la première personne, donc où Avatar en fait si vous voyez la petite roue en plein milieu, c'est elle qui sert. Il y a aussi un côté très lent dans les mouvements. Là, le fait d'esquiver les pièces de Tetris, il faut aller assez vite en réalité, puisque l'avatar est lui aussi, enfin l'avatar, la caméra qui sert plus ou moins d'avatar, est aussi très lourde. Donc il faut rapidement se déplacer et on a l'impression de traîner son avatar. Donc avec des changements de gameplay par rapport à auparavant, les mouvements sont moins fluides et les obstacles, eux, sont très rapides. En plus, c'est accentué par l'effet sonore. Voilà, on a l'impression qu'il y a un véhicule qui passe à côté. Voilà, quand on a un casque, ça s'entend vraiment super bien. Vas-y, continue sur... Ah oui, pardon. Et puis, il y avait... donc, cette idée très référencée, ça se retrouve aussi donc, dans le texte de la chanson qu'il y a à la fin, donc, qui s'appelle The World We Knew, et qui est clairement tourné autour de la notion de nostalgie. Vous voyez qu'on a des indicateurs temporels. On a young, old, when, late, qui sont associés à l'adverbe to, donc too young, too old, too late. C'est trop tard. Le oui, donc ce couple, si on considère toujours que le tu est l'amour, ce qui est un postulat de départ qu'on a pris, donc le oui est cette fois associé au passé, et on a voilà une espèce de rattachement. I'll take any fragments I could find left behind. Donc on essaie de s'accrocher aux petites choses qui restent, quand auparavant on essayait au contraire de trouver un nouveau départ, de faire en sorte que ça tienne encore. Et même d'un point de vue gameplay, c'est assez intéressant, parce que je vais essayer de parler en même temps de la vidéo. Le phase de ramassage, c'est clairement dans un niveau référent, avec Space Invader, etc. Mais le phase de ramassage, je défonce pendant les moments où il n'y a pas de chant. Il y a une espèce de dualité comme ça entre je joue et je fais du bruit. Je veux passer mes deux derniers paragraphes. Est-ce que je fais Eyes of Death ou... Oui, si je pense rapidement. Même chose du coup sur la musique du boss de fin, qui est du coup là qui permet de raccrocher un peu plus les wagons avec ce que j'ai l'habitude de faire quand je parle de musique et de jeux vidéo, sur justement les stéréotypes qu'on entend habituellement quand on pense musique de boss. Une petite explication, le dernier level dans lequel on joue est divisé en plusieurs parties. On a vraiment tout un gros arc final, le niveau doit durer peut-être une dizaine de minutes, avec plusieurs phases, et celle dont je vais parler, c'est la première, celle vraiment où on affronte le boss. Parce qu'elle utilise du coup des gimmicks de musique de boss qu'on a vraiment l'habitude d'entendre. Je vais vous la faire écouter et après on va en discuter.
voilà, donc on a des rythmiques soutenues avec des grosses percus, un son de basse avec beaucoup de disto, donc qui sont des choses qu'on rapproche souvent au côté méchant dans les jeux vidéo. On a une structure en augmentation aussi, où la musique commence avec juste cette suite harmonique et puis va s'agrandir au fur et à mesure. On va rajouter de plus en plus d'instruments, on va rajouter de plus en plus de rythmes, et on va aller du coup de plus en plus vers l'épique pour arriver à ce genre cette musique-là qui doit être la dernière boucle avant la fin du boss. On a des instrumentations qui sont très marquées, très stéréotypes, musique de boss. On utilise de l'orgue, on utilise des chœurs, il y a un côté grandiloquent qu'on retrouve beaucoup dans les musiques de boss. Même chose sur la progression harmonique, une progression harmonique descendante, donc ça donne un côté fatal, un côté un peu inéluctable, encore une fois qu'on retrouve beaucoup dans les musiques de boss. Et je trouvais ça assez intéressant parce que du coup il réutilise tous ces codes-là, mais il arrive quand même à garder ce côté pop qui est inhérent au jeu. Et c'est quand même, enfin, c'est beau. Enfin, il y a vraiment le côté. C'est pas parce que j'ai fait un jeu avec de la musique pop que je peux pas non plus utiliser des gimmicks que j'ai l'habitude d'utiliser quand il doit faire, je sais pas, des compos pour d'autres choses. Donc il y a un côté un peu, voilà, dark boss et pop, c'est très cohérent et ça fonctionne extrêmement bien du coup dans ce niveau-là. Et oui, justement, voilà, dans un jeu qui s'affranchit beaucoup des codes et des conventions classiques du jeu, notamment musicales, parce que la pop en jeu, j'ai pas trop l'habitude d'en entendre. Le fait de réutiliser à ce moment-là, qui plus est, donc la musique de boss finale, qui est souvent le moment le plus important c'est la conclusion du jeu, c'est ce vers quoi on tend habituellement quand on joue à un jeu malgré tout. Voilà, d'habitude, là où la musique illustre le jeu, là c'est vraiment, il y a un peu l'inverse, le jeu est illustré musicalement et le passage du coup comme il reprend des codes des musiques de jeux de boss, je trouvais ça intéressant de le noter à ce moment-là. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce qu'on n'a pas fini. Il nous reste encore toute la partie symbolique et c'est malheureusement la plus intéressante et c'est celle sur laquelle on va devoir passer le moins de temps parce qu'on a le temps file. Donc et l'amour et la mort, on la repêche pour partage. Symbolique et narration, on va commencer avec l'utilisation de Debussy parce que Debussy est extrêmement présent dans le jeu. Donc petit rappel, Debussy, compositeur du début du XXe siècle, connu pour ses musiques modales, sans tonalité, souvent associées au mouvement symboliste et abstrait, qui du coup colle extrêmement bien avec le jeu parce que le jeu, comme il nous invite à penser continuellement un sous-texte, il y a vraiment un côté très abstrait, très symbolique qui transpire le jeu et Debussy intervient vraiment à ces moments-là et ça a vraiment du sens. Donc dans le jeu, on a 3 morceaux de Debussy. On a le Clair de Lune, que je pense tout le monde connaît, qui est certainement le morceau le plus connu de Debussy. Quand on dit Debussy, on pense au Clair de Lune, qui illustre les niveaux passerelles dans lesquels l'héroïne passe. Donc au début et à la fin, c'est vraiment la première musique qu'on entend narrativement quand l'héroïne rentre dans ce monde, qu'on la sort de ce quotidien pour la rentrer dans ce monde-là, et quand elle va en sortir aussi à la fin du jeu. Je crois que j'ai mis la musique à ce moment-là. On garde avec l'instrumentation très électronique des synthés et avec une structure réorganisée aussi qui correspond beaucoup plus à quelque chose de rythmique, les passages à l'empiqué. En haut à droite, c'est enveloppé. Je pense que le compositeur il s'est dit je veux vraiment recentrer musicalement quelque chose de plus rythmé. Le deuxième morceau qui est utilisé, donc c'est Rêverie, qu'on retrouve dans l'arc 4, qui du coup marche assez bien aussi avec le gameplay qu'on a vu. Pour le côté beaucoup plus abstrait, on est vraiment, d'un point de vue du gameplay, on réutilise les formes de Tetris. C'est une référence à Rez aussi, qui est un jeu qui lui-même s'est inspiré des travaux Kandinsky, donc niveau abstraction, on est vraiment sur un niveau, voilà. Et musicalement, pareil, la musique est vraiment utilisée pour illustrer cette abstraction à ce moment-là. Et enfin, le dernier morceau qui est intéressant de noter, c'est qu'on l'entend pas vraiment dans le jeu, puisque c'est la musique qui est utilisée pendant l'écran de pause, qui est donc l'arabesque numéro 1 de Debussy, juste là. Et c'est ce morceau-là qui m'a fait réfléchir en fait à toute la symbolique que pouvait avoir Debussy, autre le côté abstrait et symbolique que peut avoir Debussy dans tout son contexte musical. C'est la manière dont il est utilisé dans le jeu qui m'a interpellé, parce que l'héroïne commence
dans son monde et est introduite dans le monde du jeu, donc elle passe d'un monde à un autre avec Debussy. Dans le niveau rêverie, vous n'avez pas vu l'introduction, mais en introduction, en fait, elle affronte un ennemi qui porte un casque virtuel et l'ennemi la transforme en cartouche qui l'intègre dans son casque. Donc elle passe encore dans un niveau supplémentaire, on va dire dans un monde, dans les phases d'un monde dans un monde. Et encore une fois accompagné d'un Debussy. Et le fait d'utiliser également la musique de Debussy dans l'écran de pause, c'est plus nous en tant que joueurs où on nous fait sortir du monde du jeu. Il y a vraiment quelque chose, la musique de Debussy est utilisée comme un pont, comme un pont musical au travers des différents mondes. Je relis mes notes, mais je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est vraiment le côté symboliquement. Debussy est là pour nous faire rentrer dans un monde et nous faire interroger aussi sur les questions de sous-texte, vu que la musique de Debussy est extrêmement symbolique dans sa manière de conception, et que le jeu nous invite continuellement à réfléchir à un sous-texte, à réfléchir quelque chose que le jeu ne nous le dit pas, mais il nous fait clairement comprendre qu'il se passe quelque chose. Le fait que les musiques, à ces moments-là, clés un peu du jeu et de l'histoire, soient du Debussy, c'est pas anodin. Du coup, oui, dans Rêverie, dans le monde juste après, quand on a vu, avec ce que tu disais aussi avant par rapport à la partie sur le gameplay, où elle n'existe plus, on est vraiment en FPS, donc on ne la voit même plus, donc elle est vraiment... elle n'existe plus. Plus l'utilisation de justement la musique de Debussy à ce moment-là, ça pousse à chercher ailleurs, à la réflexion. Et ça fait énormément penser cette espèce de retranchement sur soi, cette espèce de déshumanisation totale, absence de la voix aussi, comme on a vu, il y a vraiment un côté déshumanisant, ça fait penser à la dépression. Que du coup, je crois, la musique, le texte de The World We Knew aborde... C'est autour de l'idée de nostalgie, principalement. Donc on a aussi cette notion d'un paradis perdu, en quelque sorte, que l'héroïne espère préserver. En tout cas, c'est de ça que tourne la chanson. Et musicalement, ce morceau-là est aussi extrêmement intéressant. Donc, ce que je disais, c'est le morceau le plus lent du jeu, le plus déprimant. Il est extrêmement déchirant. On va écouter le dernier refrain, qui a en plus un arrangement qui fait que c'est vraiment... ça prend au cœur, physiquement. Et... comme c'est très différent du reste du jeu, c'est interpellant de se dire on a eu l'habitude pendant tout le long du jeu d'avoir des musiques extrêmement dynamiques, extrêmement rythmées, extrêmement joyeuses, notamment l'arc 1 où c'est vraiment ça saute partout, on a envie de d'avoir ce morceau-là à ce moment-là avec la symbolique de la déshumanisation de l'héroïne, avec ce côté déchirant, avec le texte qui vient souligner tout ça. On est vraiment en train de se demander si finalement le jeu n'est pas une métaphore des 5 étapes du deuil et qu'on arrive à l'étape de la dépression où c'est vraiment prenant. On va se faire un petit interlude musical. Voilà, il y a un côté, déjà l'utilisation de la double voix entre la voix féminine et la voix masculine, donc une espèce de côté dualité, mais il y a aussi ce côté, les deux phases de la dépression, souvent où tout va mal, mais en même temps, on ne sait plus qui on est un peu perdu, qui du coup, je pense, est illustré musicalement avec cette utilisation de double voix. Le It's Too Late du refrain qui est appuyé avec un accord mineur qu'on n'avait pas du tout avant dans le morceau, donc qui vient vraiment renforcer cette idée-là. Il y a pas mal d'éléments musicaux qui viennent réappuyer la nostalgie et donc du coup la dépression qui en découle à ce moment-là. Pareil, juste avant, on a un petit pont qu'on va écouter maintenant. Let
normalement c'était le moment de la conférence où tu es censé avoir mon petit piano et vous jouez des trucs, ça aurait été plus facile pour illustrer problème technique, bref. Dans ce passage-là, en fait, le texte fait référence à Begin Again, They Say Begin Again, qui est du coup le nom du morceau du premier boss du jeu. Donc il y a vraiment un côté nostalgique, même dans le jeu où on fait référence au premier boss. Et harmoniquement, c'est hyper intéressant. Là où la musique du premier boss, justement, surtout dans le refrain, avait une harmonie très directive. C'est-à-dire que, bah voilà, cadence parfaite, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est la manière de terminer une fin de phrase musicale la plus évidente. 95% de notre musique tonale occidentale depuis le XVIe siècle est basée sur cet enchaînement d'accords-là. Donc, si vous voulez quelque chose de conclusif, ça se pose là. Donc, il y a vraiment quelque chose de directeur qui fait que on doit recommencer à chaque fois. Voilà, ça conclut et ça recommence. Begin again, l'idée de recommencement. Voilà. Et dans The World We Knew, ce passage-là, justement, contraste énormément parce que les deux sont en majeur, mais celui-là, il utilise des accords de septième, donc qui viennent un petit peu brouiller le côté majeur et rajouter une espèce de dimension un peu plus flottante, un peu plus hésitante. Donc on ne sait pas vraiment. Enfin, c'est du majeur, mais en même temps pas trop. L'arrangement en plus donne ce côté nostalgique. L'harmonie est beaucoup moins directive. Il y a le côté They Say Begin Again, donc on essaye de recommencer encore, et on sent que harmoniquement, pareil, le compositeur essaie beaucoup de jouer avec ce côté. On veut faire des cadences parfaites, mais en même temps, on les fait pas, on les évite. Donc du coup, vous voyez, à ce côté vraiment extrêmement, on veut pas suivre le chemin qu'on nous a dit de suivre auparavant. Et cette partie-là du pont finit avec un mineur 4 sur une tonalité majeure, donc ça donne vraiment une couleur extrêmement triste, extrêmement nostalgique, je crois le texte en plus à ce moment-là c'est je sais plus, Left Behind juste avant, c'est I treasure any fragments left behind. Voilà, c'est ça, donc je vais chérir tous les fragments que j'ai laissés derrière, et vraiment le côté Left Behind, il y a vraiment un truc c'est vraiment, on a abandonné tout espoir, c'est fini, voilà, on déprime à fond, et l'héroïne se refuse de begin again, de recommencer, et ça a été c'est souligné musicalement à ce moment-là, donc c'est un des rares moments en plus où musique et texte sont corrélés, et voilà, j'essaye de relire un petit peu mes notes. Et donc du coup, voilà, ce qui est intéressant et qui permet un peu de confirmer tout ce qu'on vient de dire par rapport à ça, c'est justement le Heartbreak 5 qui est juste après, donc le niveau avec le bateau qu'on a vu en tout début. C'est que comme il recommence extrêmement calme et qui reprend le rythme qu'à la partie, à la fin de la partie du jeu, on a vraiment cette espèce de continuité de, bah voilà, l'héroïne est en dépression, elle vainc le boss, elle commence doucement à se remettre de sa dépression. Le niveau, en plus, c'est un bateau, c'est hyper symbolique, le côté flottant, le côté, on ne sait pas trop où avancer. Et au moment où elle quitte le bateau et elle revient, entre guillemets, comme ce qu'elle était avant, la musique repart, est hyper énergique, hyper vénère, et tout l'arc 5 derrière garde cette rythmique, garde ce côté extrêmement intense, qui donc du coup viendrait un peu confirmer ce côté post-dépressif, l'acceptation de la rupture, et on va affronter le boss final, quoi. Et c'est exactement ce qui repasse aussi justement dans ce niveau avec le bateau, où on n'a pas au départ le tunnel en forme de cœur qu'on a dans tous les autres Heartbreak. Il apparaît qu'au moment où la musique se remet à démarrer, et là il est très clair. Sinon on voit de temps en temps des parois qui apparaissent, mais c'est pas très visible. Donc ce côté un peu perdu où elle navigue sur l'océan. Et donc effectivement, si on applique cette logique des 5 étapes du deuil aux 5 arcs, eh bien on retrouve à chaque fois ce qui correspond: le déni dans le premier arc, la colère dans le deuxième, le marchandage dans le troisième, où là je vous avais dit a deal was made, a pact, a trade, et on retrouve vraiment le vocabulaire du marchandage, la dépression, et enfin l'acceptation à la fin, et ça colle à peu près. Et ça colle aussi parce qu'on passe, quand on passe par la réflexion, autour des arcanes de tarot qui sont utilisés dans le jeu, donc pour symboliser à la fois les adjuvants, les objets, les opposants qui sont face à l'héroïne, puisque dans une certaine logique du tarot divinatoire, il y a l'idée que les 22 arcanes du tarot représentent le voyage de la vie, en fait plutôt les 21 et la 22e ou la 0, donc le fou, ou aussi appelé le mat, donc qui serait le personnage principal de ce voyage qui se ferait à travers les arcanes. Et donc ici, c'est l'héroïne qui prend
au tout premier niveau, l'identité du fou. Donc elle se retrouve à fusionner avec cette carte du fou. Et elle doit effectuer ce voyage donc à cause de la disparition de 3 arcanes divines, donc la papesse, l'impératrice et le pape, qui symbolisent le calme, l'intelligence, la vitalité, la patience, la foi, la sagesse. Donc en sorte tout ce qui permet une harmonie dans la vie. Et donc elle prend le contrôle du fou dans un univers au-delà du nôtre, donc probablement un univers spirituel qui lui est propre, et cette harmonie a été rompue par la mort, donc ça retombe aussi sur notre idée du cheminement du deuil, et donc avec les 5 étapes qui sont représentées par le diable, la lune, les amants, l'ermite et la mort. Donc cette apparence du fou, elle est prise donc dans un tout premier niveau qui se passe, nous dit-on, sur le Bittersweet Starway. Donc Starway et non pas Stairway, je sais que mon accent est pas, voilà, Starway et pas Stairway, vous entendez bien la différence, et donc j'imagine peut-être justement aussi avec cette paronomase, donc ce jeu sur les voyelles, peut-être qu'il y a derrière une référence à Stairway to Heaven, où c'est justement donc la chanson de Led Zeppelin, où il y a l'idée qu'il faut accéder plutôt au spirituel qu'au matériel, et donc peut-être qu'on peut y retrouver aussi un parallèle sur cette notion d'entrée dans un monde spirituel. Donc c'est le tutoriel, l'entrée dans le jeu pour nous, mais aussi l'entrée pour l'héroïne dans ce monde au-delà du nôtre. La première arcane qui apparaît, c'est la roue de la fortune, qui devient une moto. Alors la roue de la fortune, elle symbolise généralement le hasard, la surprise, les événements inattendus, le choc de la réalisation, de la fin de l'amour, de la rupture à venir, qui va obliger le voyage. Donc c'est ce premier événement qui la ferait avancer en quelque sorte, qui l'obligerait à avancer, et donc qui s'incarnerait en véhicule. Et à la fin de ce niveau, donc qui est Doki Doki Rush, donc avec l'idée du cœur qui bat à tout rompre, Doki Doki, l'arcane du diable s'incarne en 3 jeunes femmes, donc les Dancing Devils, qui attaquent l'héroïne. Donc on a des chorégraphies façon un peu West Side Story, avec des références aux années 50, dans leurs costumes en particulier, et elles ont une attitude très moqueuse à l'égard de l'héroïne, ce qui colle assez bien à la signification du diable, autour de l'idée du charme, de la flatterie, de la tromperie. Et donc ça correspondrait à la première étape du deuil, le déni, puisque l'héroïne se ment à elle-même, dans l'idée de la tromperie, et le charme également qu'exerce encore sur elle son amour en train de se finir. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans le texte de la chanson finale, donc Begin Again, où on a des tentatives d'auto-persuasion avec beaucoup de répétitions. It's the last time qui est répété 3 fois, Begin Again qui est répété 4 fois en fin de refrain, I have tried to forget, j'ai essayé d'oublier, c'est une litote, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Et d'ailleurs quand on regarde les premières versions du texte qu'on a dans Fading Memories, donc c'est un album qui a été fait avec les démos des chansons et les chansons qui n'ont pas été utilisées, ce n'était pas I have tried to forget, mais I cannot forget. Donc vraiment l'idée que on n'est même pas en train d'essayer d'avancer. Donc voilà, le déni, elle dit As you hold me so close, enfin voilà, alors que tu me tiens contre toi, je sais que c'est la dernière fois, mais on est dans une opposition encore, je sais que c'est la dernière fois, mais quand même, je continue encore, on va encore voir ce qui va venir derrière. Je me sens étrangement bien, oui, étrangement bien, mais là, quand même, je voudrais encore que ça dure. Et on sent que, voilà, c'est pas complètement fini, on essaye encore de le maintenir. Donc, comme si, peut-être, ça n'allait pas complètement finir. Donc, c'est avec cette idée de contradiction qui est autour de la notion de déni. Et si on reprend à la toute fin du jeu, donc là, avec non plus le diable, mais la mort, qui est donc le boss final en 2 étapes. Une première étape où c'est un boss comme les autres, où on vainc l'arcane, et après, cet arcane de la mort rassemble en quelque sorte toutes ses forces, récupère toutes les cartes et devient le boss final dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la mort, sur les cartes de tarot, c'est l'idée de l'évolution, de la transformation, de la fin de quelque chose. Et avec ce premier niveau, donc où il y a le bateau, avec l'arcane des étoiles, donc qui s'incarne en bateau, on a l'idée autour des étoiles, donc c'est paix, espoir, rêve,
donc avec la fin du voyage qui s'annonce en quelque sorte. Dans la suite de cet arc-là, on retrouve les dangers qu'on avait précédemment dans les niveaux, la perte de repères, donc ici dans Transonic Gravity, où les niveaux retournent à chaque fois que vous prenez ces portails, avec les multiples ennemis qui arrivent de partout dans Hate Skulls, et aussi des changements de perspective. Donc là, vous voyez qu'elle se met à flotter dans tous les sens avec les ennemis qui arrivent de partout. Bon, il y a des bonus aussi dans le lot, il n'y a pas que des ennemis. Et enfin, les pièges qui apparaissent un peu partout dans l'environnement. Mais vous voyez que l'héroïne est plus combative qu'auparavant. Là où elle évitait, dans beaucoup d'autres niveaux, on pouvait toujours trouver un chemin de traverse. Là, on se retrouve à devoir être plus stratégique, à trouver le bon passage, à affronter les ennemis qui apparaissent. Dans Hate Skull, par exemple, alors c'est ces crânes volants qui apparaissent. Si on en loupe ne serait-ce qu'un, ils nous attaquent, ils nous tuent. Alors qu'auparavant, on avait des loups qui attaquaient aussi, on pouvait simplement les esquiver. On avait un tir qui permettait de se protéger, en quelque sorte, mais il n'y avait pas nécessité de tous les avoir, alors que c'est le cas avec ces crânes volants. Donc elle combat la mort, elle la boxe en fait tout simplement à un moment. Elle gagne un arc contre les crânes que la mort invoque. La mort les invoque avec l'arcane du pendu, donc qui signifie le repentir, l'expiation, le sacrifice, et en échange l'héroïne répond avec la carte de la tempérance, donc l'harmonie et la guérison, qui vient contrecarrer cette idée de sacrifice. Donc non, c'est bon, je suis en harmonie avec moi-même, je me pardonne, je progresse, voilà, je guéris, et c'est cette idée de sacrifice qu'il y a à faire, de repentir, je passe outre. On est bien dans l'étape justement finale où on est dans l'acceptation. Et le dernier obstacle la dernière carte qu'affiche la mort, c'est le soleil qui vient faire un dernier obstacle, donc l'héroïne détruit à nouveau avec l'arc tempérance, et en quelque sorte ce soleil il marque déjà la fin, il marque déjà que la mort a perdu, puisqu'il symbolise lui le bonheur, l'amitié et surtout la sincérité. Et cette sincérité, elle est à mettre en relation avec le texte de la chanson, donc Inside, qui est sur l'idée que la fin de l'amour doit se dire. On est dans un couple en communication avec beaucoup de déictiques qui sont non explicitées, donc how long, anything, that place, all the time. Donc beaucoup de références qui nous faut comprendre, que eux se comprennent entre eux, mais que nous on est à l'extérieur, on ne comprend pas ce qu'il se dit. Qu'est-ce que c'est que that place, à quel endroit est-ce qu'ils vont, combien de temps est-ce qu'on parle, etc. Donc ça marque simplement la complicité entre le I et le you. Et ce refrain marque la rupture justement dans cette proximité, puisque on est sur un aveu à faire, quelque chose de difficile à exprimer. Pardon, c'est tout en haut. Les mots justes ne viennent jamais, ça sort à chaque fois. Pardon, quand je le dis, ça devient silly dumb, stupidio, et tout ce que j'ai besoin de dire, toutes ces belles paroles restent à l'intérieur. Donc on parlait tout à l'heure du fait qu'elle récupérait sa voix dans ces niveaux-là, et c'est aussi là où elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à l'utiliser pour dire ce qui est vraiment important, à savoir aussi reconnaître justement cette fin du voyage, cette rupture qui doit advenir. Donc une sorte de continuité entre paroles et pensées qui est rompue et qui tourne principalement autour qui se voit vraiment de manière très nette dans les aposiopèses qui sont à la fin dans le pont. C'est un peu décalé, donc penses-tu, attends une seconde, je crois que non, c'est pas ça, est-ce que tu non, j'arrive juste pas à trouver des mots, on laisse tomber. Et donc avec ce côté voilà interruption qui marque aussi voilà la difficulté à réussir à communiquer et à accepter finalement cette fin qu'il faut aussi exprimer, qu'il faut laisser sortir pour qu'elle devienne réellement concrète. Et il nous reste 2 minutes pour conclure. Allons-y. Comment on fait ? Rapidement, vas-y. Très rapidement, et après du coup cette introspection et ce côté acceptation face à la mort, le jeu enchaîne avec donc l'affrontement du boss final dont on a déjà parlé, et au fil du niveau, on défait du coup cet ennemi-là, qui je crois se redivise après en arcanes. Oui. Voilà, on récupère les arcanes. Déjà, on récupère les arcanes qu'on avait perdus, et on réaffronte pas les boss, mais il y a une espèce de validation de l'acceptation où
on a tout un passage avec la dernière chanson du jeu où l'héroïne va réaffronter les boss, mais je sais pas comment trop le dire. Au lieu de les attaquer, ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle leur brisait le cœur à chaque fois, et là cette fois elle les embrasse, et donc elle les embrasse littéralement, donc elle leur fait un bisou sur la joue, et elle les embrasse aussi dans le sens où on sent qu'elle les incorpore et elle les accepte, et donc c'est ces différentes étapes, ces différentes parties d'elle-même finalement qu'elle accepte d'intégrer et d'accepter comme des parties d'elle-même, des parties de son histoire pour réussir à avancer. Il y a un côté laisser l'amour mourir de sa belle mort, le côté j'embrasse tout ce que je viens de vivre, je l'accepte, et on passe à autre chose. Et le texte musical d'ailleurs parle de ça, le côté oui, c'est bon. Qui est-ce que la chanson donc qui s'appelle One Heart Never Die, c'est autour de l'idée de c'est bon, c'est le générique qui arrive à la fin, il faut qu'on accepte que notre amour est mort, et on essaie de tromper quoi, on essaie de tromper qui encore, c'est bon, passons à autre chose, on va y arriver, et tant pis, dans le fond les cœurs sauvages ne meurent jamais. Puis du coup notre héroïne réintègre son monde sur de Debussy, et on arrive à notre générique de fin à nous, pas celle de l'héroïne, qui vient un peu confirmer cette réflexion, et on va se terminer là-dessus avec une petite écoute du dernier morceau du jeu. Commencez à réfléchir aux questions que vous avez. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.